Le smartphone dans notre poche, les vêtements que l'on porte, la plupart des objets de notre quotidien sont le résultat d'un immense balai planétaire, le commerce mondial. Mais au juste, comment ce système fonctionne-t-il? Et comment a-t-il pu transformer notre monde à ce point? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va voir l'ampleur du phénomène, cette croissance incroyable des échanges. Ensuite, on se demandera qui sont les acteurs qui tirent les ficelles. Puis, on analysera leur stratégie. Et enfin, on verra comment tout ça a redessiné la carte de l'économie mondiale. Allez, on commence tout de suite par la première pièce du puzzle, l'ampleur du phénomène. Parce que le commerce international n'a pas seulement grandi, il a littéralement explosé. Imaginez un peu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le volume du commerce mondial a augmenté de plus de 5% par an en moyenne. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce rythme est bien plus rapide que celui de la production mondiale elle-même. Pour le dire simplement, ça veut dire qu'une part de plus en plus grande de ce que le monde fabrique finit par traverser au moins une frontière. Alors, comment on explique une telle croissance? Il y a 3 grands moteurs. D'abord, des transports beaucoup plus efficaces et moins chers. Je pense par exemple aux porte-containers géants. Ensuite, la révolution des communications, avec Internet bien sûr. Et enfin, plus globalement, le progrès technologique qui a rendu la coordination à l'échelle mondiale beaucoup plus simple. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on s'échange? Eh bien, pour l'essentiel, ce sont des biens manufacturés, des voitures, des téléphones, qui représentent 80% du total. Les 20% qui restent, ce sont les services, le tourisme, le conseil, l'informatique. Et cette part, d'ailleurs, ne cesse de grandir. Bon, cette explosion des échanges, évidemment, elle ne s'est pas faite toute seule. Passons maintenant à notre deuxième partie pour découvrir qui sont les véritables pilotes de cette mondialisation commerciale. Le terme qu'il faut absolument retenir ici, c'est firmes multinationales, ou FMN. On pense tout de suite à des géants comme Apple, Toyota ou encore LVMH. La définition officielle est assez précise. C'est une entreprise qui possède au moins une filiale dans un pays étranger ou qui détient une part significative d'une société locale. Et leur poids dans l'économie est colossal. Regardez bien ce chiffre. Les FMN sont à l'origine de 80% de tout le commerce international. C'est un chiffre absolument énorme. Ce sont donc bien elles qui organisent la très grande majorité des flux de marchandises et de services sur la planète. Maintenant qu'on a identifié les acteurs, la question qui vient, c'est comment font-elles? Quelle est la stratégie de ces firmes pour organiser leur production à l'échelle du monde entier? La réponse tient dans un concept fondamental, la chaîne de valeur mondiale. L'idée, au fond, est assez simple, mais elle a tout changé. Au lieu de tout fabriquer au même endroit, on découpe la production en plusieurs étapes, et chaque étape est réalisée dans le pays qui présente le plus d'avantages, que ce soit en termes de coût de la main-d'œuvre, de savoir-faire ou de ressources. Prenons un exemple typique pour que ce soit plus clair. La conception et la recherche et développement, ça se fait souvent dans les pays développés. Les composants, eux, peuvent venir de plusieurs pays différents, chacun spécialisé dans son domaine. L'assemblage final, lui, est très souvent délocalisé. Et c'est là qu'on voit que l'étiquette fabriquée en est devenue très compliquée. Un produit peut être conçu en Californie, assemblé en Chine, avec des composants qui viennent de Corée du Sud et d'Allemagne. Et cette distinction entre les étapes est essentielle. Pourquoi ? Parce que la position d'un pays dans cette chaîne va déterminer les bénéfices qu'il en tire. Sans surprise, les activités de conception, d'innovation, bref, là où on crée le plus de valeur, sont beaucoup plus rentables que les simples tâches d'assemblage. Cette stratégie de fragmentation de la production a bien sûr des conséquences majeures. On aborde notre dernière partie pour voir justement comment elle a redessiné la carte économique du monde. L'outil principal que les FMN utilisent pour mettre en place leur chaîne de valeur, c'est ce qu'on appelle l'investissement direct à l'étranger, ou IDE. C'est tout simplement l'argent qu'une entreprise va investir dans un autre pays pour y créer ou y contrôler une activité économique. Il faut bien voir que ces investissements fonctionnent dans les deux sens. On parle d'IDE entrant, quand de l'argent étranger arrive dans un pays, ce qui est souvent un signe de son attractivité économique, et à l'inverse, les IDO sortants, ce sont les investissements que les entreprises d'un pays réalisent elles-mêmes à l'étranger. Et bien sûr, ces investissements ont un double visage pour le pays qui les accueille. Du côté positif, ils peuvent créer des emplois, apporter de nouvelles technologies. Mais il y a aussi des effets négatifs, comme une concurrence qui peut fragiliser les entreprises locales ou encore un impact environnemental qui n'est pas toujours négligeable. Alors, est-ce que le commerce est vraiment devenu mondial ?
En fait, c'est un peu plus complexe. On observe un phénomène très puissant de régionalisation. Parce que même à l'heure d'Internet, la distance géographique continue de jouer un rôle très important et les pays commercent avant tout avec leurs voisins. L'exemple le plus clair pour illustrer ça, c'est l'Union européenne. Si on prend un pays comme la France ou l'Allemagne, la très grande majorité de ces échanges commerciaux se fait avec d'autres pays membres de l'Union. Les accords de libre-échange, comme le marché unique européen, renforcent évidemment cette tendance. Voilà, on a vu ensemble l'explosion des échanges, le rôle central des firmes multinationales, leur stratégie de production éclatée et les conséquences sur la carte du monde. Tout cela nous amène à une dernière question, essentielle. Après des décennies de mondialisation, est-ce que les tensions actuelles et les impératifs écologiques nous poussent vers un commerce plus local? Ou au contraire, va-t-on assister à une nouvelle phase de globalisation? C'est sans doute le grand débat qui façonnera l'économie de demain.